Je vous propose qu'on commence cette conférence sur formateur professionnel d'adultes. Donc, je vous présente Marceau, ici présent. Donc, Marceau va se présenter à vous. Et puis, comme indiqué pour cette conférence, Marceau va échanger avec vous sur plusieurs points. Donc, le métier de formateur, ses missions, le déroulement d'une semaine type en tant que formateur, comment bien accompagner ses étudiants et ensuite pourquoi s'orienter vers le titre formateur professionnel. Et Marceau va échanger avec vous sur ce fameux titre. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marceau Colson, je suis formateur ici à Sub 4S depuis maintenant 2 ans. Je vais me présenter très rapidement. J'ai commencé à travailler dans la formation suite à une formation de formateur qui est un petit peu l'ancêtre de FPA, formateur pour adultes, en 1996. J'ai commencé à travailler dans un organisme dédié à l'insertion professionnelle de publics en difficulté, jeunes et adultes. Puis, j'ai occupé un poste de coordonnateur, puis un poste de responsable des relations avec les institutions. J'ai été directeur adjoint de centre, directeur de centre. Voilà. Et puis, chef de projet grand compte en formation. La formation dont il est question, le titre de formateur pour adultes, je l'anime depuis plusieurs années dans d'autres centres de formation et je vais intervenir sur la formation FPA mise en place l'année prochaine, E2SE Group Sub 4S. Voilà. Très rapidement, pour ma présentation, je vais donc vous parler du métier de formateur, mission, avantages, inconvénients. Et puis je développerai les points qui ont été évoqués par Marie-Lou. Je vais être assez rapide, je vais essayer d'être précis et concis, de manière à pouvoir favoriser vraiment les échanges et puis répondre autant que faire se peut. Les missions du formateur pour adultes. La première mission d'un formateur pour adultes, c'est bien évidemment animer des formations dans son champ d'expertise. Mais avant de les animer, et ça fait aussi partie de ses missions, et ça fait partie de ses grandes activités, il faut élaborer ces séances de formation, séquences, voire sessions, en fonction de la durée de ces formations. Donc le formateur, c'est un spécialiste de la pédagogie et des outils de formation. Les avantages et les inconvénients de ce métier. Moi, je ne vais pas trop vous parler d'inconvénients, puisque c'est un métier vers lequel je suis revenu. Et là, je parle de formateur en termes de face-à-face pédagogique, après avoir occupé, je vous le disais, des postes de direction, de chef de projet, etc. Je vais surtout vous parler des avantages. Alors, c'est un métier dans lequel on ne connaît pas la routine. Voilà, ça n'existe pas. Même si vous animez 2 fois en 2 jours les mêmes séances de formation, jamais vous connaîtrez les mêmes séances. Elles seront toujours différentes parce que le public est différent, parce que la manière dont il réagit est différente, parce que vous envisagerez peut-être d'aborder les choses sous des angles différents. Voilà. Donc, il n'y a pas de routine. Les avantages, autres avantages, pour ceux comme moi qui sont curieux, celles et ceux qui sont curieux, au sens noble du terme, je pense que c'est le métier rêvé, parce qu'en fait, c'est une profession et avec des activités dans lesquelles on n'arrête jamais d'apprendre. Voilà, on n'arrête jamais d'apprendre. On creuse, on développe, on se met en relation. C'est un métier de réseau aussi, évidemment. On n'a de cesse d'intégrer des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences. Voilà, ça évolue toujours. J'en veux pour preuve ce qu'on a tous vécu, pour lequel on a été plus ou moins impacté depuis 2 ans et demi. On a eu la crise Covid. On a, dans les centres de formation, en tout cas de ZSE et Sub 4S, on a été réactifs, on est passé en distanciel. Voilà. Il a fallu s'approprier les outils distanciels, les pédagogies en distanciel qui peuvent être assez différentes, les méthodes et les démarches. Alors, inconvénients. Bon, je vais quand même vous en donner 1 ou 2 parce que sinon, je ne vous donne pas une vision totalement réaliste du métier. C'est à la fois un métier où on peut se sentir assez seul et à la fois un métier où on travaille dans le collectif. Et par moments,
c'est, puisqu'on s'inscrit en général dans un collectif pédagogique intervenant sur des titres ou des diplômes, il faut parvenir à trouver des complémentarités, des articulations avec les collègues. Mais ça reste toutefois un travail, une activité où on travaille en autonomie, où on développe soi-même ses séances, soi-même ses formations. Et parfois, ça peut peser un peu. Alors là, le réflexe, hein, c'est de se tourner vers les collègues, hein, c'est de se rapprocher d'eux, c'est de créer du lien formel parce que dans un centre de formation, il y a toujours des réunions de coordination, et puis informel parce qu'on peut aussi échanger. Ça commence par la machine à café durant la pause déjeuner. Et puis après, il y a des échanges de mails, des échanges de numéros de téléphone, et on se contacte régulièrement pour se demander des infos, des renseignements, un avis, etc. Voilà. Ça peut être un peu l'inconvénient, moi, que je peux vivre par moment. Mais bon, je commence à avoir un peu l'habitude, un peu d'expérience, et lorsque je me sens un peu seul, je parviens facilement à rompre cette solitude. Le déroulé d'une semaine type en tant que formateur. Alors, j'en discutais tout à l'heure avec Marie-Lou. Je lui disais, ça n'existe pas une semaine type de formateur. Ça peut être très différent en fonction de votre programme, en fonction du nombre de séances que vous avez planifiées, les thématiques sur lesquelles vous allez intervenir, les groupes, les publics face auxquels vous allez vous trouver. Par contre, vous allez systématiquement mener les mêmes activités, c'est-à-dire préparation de séances, où là, vous allez élaborer vos séances. Si elles sont déjà prêtes, vous allez probablement les revisiter, les réviser, les compléter, les amender, les préciser. Donc, vous repartez sur une mini-ingénierie pédagogique. Donc, vous avez bien préparé votre séance. Moi, personnellement, quand je commence sur des séances, sur des modules, j'aime bien aussi regarder un peu quel est le profil des stagiaires que j'ai, quelle est leur expérience, quel est leur projet. Voilà, parce que la formation, c'est une activité qui est principalement centrée sur soit nos étudiants, soit nos stagiaires. Donc, les connaître, ça peut être une bonne chose aussi en amont. Donc, vous allez préparer vos séances, vous allez animer vos séances. Et là, vous allez avoir des volumes d'heures qui peuvent être assez différents. Ça peut être une semaine, j'allais dire, light en termes d'animation, avec quelques heures, comme ça peut être une séance plus lourde, plus chargée. Quand vous préparez vos séances, il y a un point qui est important de préciser, c'est que vous allez non seulement préparer vos contenus, vos déroulés de séances, mais vous allez automatiquement anticiper, préparer vos évaluations. Et ça, c'est un temps privilégié et particulier que vous passerez avec vos stagiaires. Donc, vous allez vous creuser, vous allez réfléchir, comment j'évalue. Alors, ça va du QCM à la mise en situation, à la formation action. Voilà, ça, c'est vous qui choisirez en fonction de la maîtrise que vous aurez des méthodes, des outils d'évaluation, mais aussi surtout des objectifs qui sont assignés à votre formation. Est-ce que vous serez plutôt sur des savoirs, sur des savoir-faire, sur des savoir-faire relationnels? Alors, moi, j'appelle savoir-être les savoir-faire relationnels. Ajouté à ce déroulé d'une semaine type, vous pouvez avoir des réunions de coordination. Ça, c'est toujours des moments un peu privilégiés aussi, où vous allez pouvoir partager avec la responsable de formation, vos collègues. C'est un moment d'échange important. Comment bien accompagner ses étudiants? Eh bien, alors ça j'allais dire, ça commence au moment où vous les accueillez et ça se termine au moment où ils s'en vont. Que votre formation soit une formation courte d'une journée, 2 journées, ça peut arriver en one-shot comme ça sur une thématique pour laquelle vous serez sollicité. Et ça peut être des parcours plus longs. Moi, je m'inscris sur des parcours plus longs qui vont d'1 an à 2 ans, voire plus longs maintenant. Accompagner ces stagiaires, c'est être capable d'animer une formation, d'animer des séances en ayant une approche collective de votre pédagogie, mais aussi individuelle, et de repérer éventuellement ceux qui pourraient être plus ou moins en difficulté sur certains points que vous aborderez. Identifier ces freins et lever ces freins aux apprentissages. En général, ils sont d'ordre cognitif. Je prends un exemple. Moi, je travaille sur des BTS et en première année, je me rends compte qu'ils sont en difficulté pour prendre des notes, par exemple. Ils ne parviennent pas à être synthétiques, etc. Donc, très rapidement, j'ai élaboré des supports de cours, voilà, type PowerPoint, que je leur envoie au préalable, avec lesquels ils peuvent prendre des notes,
tout en considérant que ces supports contiennent l'essentiel des points qui sont abordés, que j'ai repérés dans les référentiels. Voilà. Après, ça peut être d'autres problématiques que des freins liés à l'apprentissage pur, hein. Ça peut être des problèmes d'ordre personnel, périphérique, etc. Alors moi, je suis formateur pour adultes, hein. C'est important d'être à sa place, rien qu'à sa place. Mais si vous avez un étudiant, un stagiaire, des étudiants, des stagiaires qui viennent vous parler de problématiques plus personnelles, c'est juste pas possible, d'autant que si ça représente un frein à leur progression, c'est pas possible de botter en touche. Donc là, le formateur, c'est aussi quelqu'un qui bosse dans un collectif et qui n'est pas que pédagogique, qui bosse dans une équipe, dans un organisme de formation, à l'intérieur de laquelle vous allez avoir un responsable pédagogique, vous allez avoir des responsables de formation, voire des directions, qui, elles, peuvent peut-être agir pour orienter le stagiaire vers le bon interlocuteur s'il connaît un problème personnel, technique, financier. Voilà. Moi, je peux vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé à travailler dans la formation, je travaillais dans l'insertion avec des jeunes, donc de moins de 26 ans, et des adultes de plus de 26 ans. Et j'ai rencontré des difficultés avec certains stagiaires qui souffraient de conduite addictive. Et ce jour-là, j'étais vraiment perdu. Et donc, ce que je faisais quand c'était un jeune, très rapidement, je me suis tourné vers le conseiller ou la conseillère mission locale, dont c'est le métier d'accompagner sur globalement les stagiaires dans leur parcours, ou d'autres professionnels qu'il vous faudra identifier dans votre réseau s'ils ne sont pas identifiés. C'est aussi, en aparté, c'est aussi une compétence importante du formateur, c'est d'être capable de cerner l'environnement de la formation. Pas seulement l'organisme de formation, voire le financeur de la formation, c'est aussi tous les professionnels qui peuvent graviter autour des problématiques de formation et d'accompagnement. Pourquoi s'orienter vers le titre de formateur professionnel d'adulte? C'est une bonne question. Je vais juste vous partager mon expérience. Moi, j'ai commencé à travailler dans la vente. J'ai fait du commerce. J'ai commencé en B2C, puis ensuite en B2B très brièvement. Et j'avais très envie de faire de la formation à partir des quelques compétences que j'avais construites à l'époque. Et très vite, on se rend compte qu'il ne suffit pas d'être un bon technicien, un expert dans sa partie pour être un bon formateur. Ce n'est pas du tout le même métier. Une expertise, des compétences techniques, eh bien, ça se met en musique. Et le formateur, c'est le chef d'orchestre de cette pièce de musique. Il doit être capable de prendre de la distance, prendre du recul et de construire des séances et des sessions de formation en fonction de l'objectif de ses stagiaires, des capacités de ses stagiaires, ce qu'on appelle ses prérequis. Et donc, il faut une bonne base technique. Et la formation de formateur, et notamment le titre FPA, est, à mon sens, la meilleure formation qu'on puisse imaginer sur l'acquisition de ces compétences techniques. Voilà. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les politiques de financement, et notamment sur fonds publics, fonds mutualisés, exigent des labels qualité de la part des organismes de formation. Et là, je pense à Calliope notamment, pour ceux qui connaissent. Calliope, un des critères de Calliope, c'est bien la professionnalisation des formateurs. Alors, Calliope ne dit pas qu'il faut être titulaire du titre de formateur, il dit qu'il faut être formé comme formateur pour adultes. Et je crois que le meilleur compromis dans la formation de formateurs, c'est bien le titre FPA, voilà, qui est reconnu par le ministère du Travail, qui fait l'objet d'une certification et qui constitue vraiment une bonne assise pour travailler, pour intervenir comme formateur pour adultes. Comment fonctionnent les stages et quels sont les attendus pour cette formation? Le référentiel de certification, le référentiel emploi, activité, compétences du titre de formateur pour adultes intègre 2 périodes de stage qui correspondent aux 2 grands modules du titre de formateur pour adultes. Ces 2 grands modules sont, le premier, c'est animer des formations et le deuxième, c'est accompagner ces stagiaires dans leurs projets de formation et professionnels. Et vous avez donc 2 stages à effectuer, 2 périodes. Le premier objectif du premier stage, c'est observer le fonctionnement d'un organisme de formation si vous en ignorez le fonctionnement. C'est une entreprise qui traite d'un sujet un peu particulier, la formation. Et très vite, c'est d'animer des séances. Alors, soit les animer seuls, soit les animer en co-animation, mais les animer devant des stagiaires en ayant au préalable élaboré le scénario pédagogique, la progression pédagogique de votre séance.
Alors, on ne vous demande pas dans ces stages, dans la formation FPA, d'animer 4 jours. Hein. Ça peut se produire, voilà. Si vous êtes particulièrement à l'aise, que votre tuteur ou que votre employeur, si vous êtes en alternance, se rend compte que vous êtes à l'aise, il peut vous le demander. Mais déjà, animer une séance d'une demi-journée de 3h30, c'est pas mal du tout, parce que ça reste assez significatif sur votre capacité, à animer, communiquer, gérer un groupe, et surtout avoir préparé en amont votre séance. Le deuxième stage, lui, il est davantage consacré donc à l'accompagnement des apprenants, des stagiaires durant leur parcours, où là, l'objectif, c'est bien être capable de construire un processus d'accompagnement durant une formation qui va intégrer des évaluations diagnostiques, ce qu'on peut appeler des positionnements en amont de la formation. J'évalue mes stagiaires et je vois où ils en sont pour pouvoir construire ma progression. C'est aussi un stage qui est consacré à la conduite d'entretien individuel pour faire le point avec ces stagiaires, hein, savoir où ils en sont, comment ils se sentent. Alors, ce n'est pas une évaluation, mais ça pourrait ressembler à une évaluation formative en cours de parcours pour savoir où ils en sont de leur progression, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés. On parlait tout à l'heure d'accompagnement des stagiaires. C'est un moment important dans le déroulé d'un processus, d'un programme de formation. C'est d'être capable de faire le point avec ces stagiaires pour savoir comment ils vivent la formation et si tout simplement tout se passe bien. Voilà. Ça, c'est le deuxième module du titre et c'est donc le contenu du deuxième stage. Selon les structures dans lesquelles vous pouvez exercer, les publics étant très différents, vous pouvez avoir des process d'accompagnement qui sont plus ou moins denses, plus ou moins, j'allais dire, serrés en termes d'accompagnement. Vous avez des stagiaires qui peuvent être très autonomes, mais ça ne dispense pas de les accompagner. Et puis, vous en avez qui peuvent être moins autonomes. Hein. Je pense, encore une fois, je pense à tout ce qui est parcours de redynamisation pour des publics éloignés de l'emploi ou de réinsertion ou d'insertion professionnelle, où là, vous allez être un pilier de ce parcours. Dans l'accompagnement, à l'intérieur du second module qu'on appelle CCP2, vous avez aussi une bonne connaissance à acquérir du tissu socio-économique du territoire sur lequel vous serez en stage ou sur lequel vous pensez que vous exercerez votre métier de formateur. Parce qu'avoir une bonne photographie des entreprises qui sont représentées, c'est aussi une base assez solide pour pouvoir accompagner des stagiaires quand ils ont besoin de faire des stages, des périodes d'entreprise, voire de chercher un emploi à l'issue d'une formation. Voilà. Et enfin, les débouchés après le titre de formateur pour adultes, en fait, je crois qu'essentiellement, il y en a 3. Il y a formateur directement, hein, est un expert pédagogique à partir des compétences qu'on a pu construire durant son parcours professionnel et même personnel des fois. Il y a le conseil en formation où là, vous allez être davantage sur de l'ingénierie de formation plutôt que sur l'ingénierie pédagogique. Ingénierie pédagogique, c'est la construction de séances d'animation de formation. Ingénierie de formation, c'est plutôt la construction de dispositifs ou de parcours de formation avec toute la partie logistique, recrutement des intervenants, etc. Et puis, vous avez aussi une partie des formateurs pour adultes qui s'orientent vers le conseil en insertion. Alors, on sera d'accord, hein, il y a un titre professionnel qui s'appelle conseiller en insertion professionnelle. Mais le titre de formateur pour adultes, le titre FPA, a aussi cet avantage, c'est que tout le second module, tout le CCP2 est vraiment basé sur l'accompagnement des parcours et la co-construction des parcours avec les stagiaires. Et moi, j'ai pas mal de stagiaires, ex-stagiaires, formateurs pour adultes qui aujourd'hui travaillent pour des missions locales, travaillent pour des antennes Pôle emploi et contribuent à l'accompagnement des parcours des jeunes pour les missions locales et des adultes ou des jeunes pour Pôle emploi à visée d'insertion professionnelle. Bonjour Madame Catelin, j'aurais voulu savoir donc au niveau des 2 stages, si aujourd'hui on se sent plus à l'aise d'intervenir dans des centres de formation, est-ce qu'il faut quand même au niveau des périodes de stage faire une période en centre de formation et une période au niveau insertion professionnelle, ou est-ce qu'on peut choisir uniquement centre de formation pour les 2 périodes? Alors, il n'y a rien dans les référentiels de certification qui vous contraignent à effectuer le second stage dans une structure d'insertion pure. Rien. Vous pouvez parfaitement intégrer dans les 2 stages 2 centres de formation, mais sur des missions très différentes. Voilà.
une première qui sera l'animation, je le disais tout à l'heure, sur le CCP1, sur le premier module, et une seconde qui sera plutôt liée à l'accompagnement. Voilà, donc il n'y a rien qui vous contraigne à aller travailler dans une structure d'insertion pure. D'accord. Ça répond à votre question? Oui, oui, ça répond tout à fait à ma question. Et par rapport à votre expérience, est-ce que justement cette période de stage n'est pas peut-être l'occasion ou une opportunité à aller sur quelque chose où on ne se projette pas? Alors, Stéphanie, je crois que la réponse est dans la question que vous posez. Je crois que vous êtes vous-même convaincu que sortir de votre zone de confort, ça peut être pas mal. C'est ça. Ouais, mais alors moi, je suis très partisan d'un projet de formation FPA qui vous fasse sortir de votre zone de confort, rencontrer des publics différents, des structures que vous ne connaissez pas. D'abord parce que effectivement, ça vous donne un aperçu de ce qu'est le paysage de la formation. Si vous ne connaissez pas, par exemple, le monde de l'insertion, alors moi j'appelle ça le monde de l'insertion de manière assez floue volontairement, je pense que c'est une bonne idée d'aller s'y frotter en période de stage. Pourquoi? Parce que la période de stage, c'est une période qui est assez sécurisée, hein, puisque vous êtes formateur apprenant et à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir découvrir ce milieu-là. L'activité de formation en tant que formateur pour adultes, vous l'avez bien compris, elle est intimement liée à l'accompagnement sur le projet professionnel et à l'insertion, ça c'est évident. Donc oui, c'est mon avis, et c'est un avis qui est très, comment dirais-je, qui est très partagé par les jurys. Moi, je suis jury formateur pour adultes, donc je suis habilité par la DRETS pour évaluer des parcours de titre FPA. Et on partage assez ça, c'est-à-dire que quand on a des candidats qui sont sortis de leur zone de confort, on apprécie, voilà, parce que c'est aussi prendre un risque, même s'il est mesuré, je vous disais, c'est protégé, hein, c'est durant une période de stage, qu'un candidat qui a passé ses 2 stages dans la même structure, avec la même équipe, les mêmes publics, sauf s'il a vraiment une promesse d'embauche, ça peut se produire, hein, voilà. Et là, on comprend tout à fait que les deux périodes de stage se fassent dans le même centre de formation. Mais oui, sortez de votre zone de confort, ouais, sortez de votre zone de confort. Moi, je vous y encourage, en tout cas. Très bien, merci. Je vous en prie. Comment va se dérouler les 2 examens et qu'est-ce qu'on va devoir fournir? D'accord. Donc, alors, les 2 examens, en fait, vous en avez 3. Okay, vous avez un premier qui vient valider le premier module, le CCP1. On appelle ça une évaluation en cours de formation, une ECF. Et vous en avez une seconde, ECF 1 pour le premier module, ECF 2 pour le deuxième module. Et à la fin, vous avez une soutenance devant un jury. Première chose, les jurys qui vous évaluent sont les formateurs, en théorie, sont les formateurs qui vous ont formé sur les 2 modules. Premier module, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander de décrire la manière dont vous avez préparé, animé, évalué une séance, puisque ce sont les principaux objectifs de ce CCP1. Deuxième stage, la manière dont vous avez préparé, élaboré, évalué votre intervention, votre contribution dans l'accompagnement des stagiaires. Ça, c'est le corpus, on va dire, des 2 évaluations en cours de formation. Plus, pour chacun de ces modules 1 et 2, ce qu'on appelle une analyse de pratique professionnelle, c'est-à-dire votre capacité à prendre du champ, du recul, voire de la hauteur sur les activités que vous avez pu avoir durant vos stages et apporter une critique constructive à ce que vous avez pu produire. Et ça, c'est excessivement important. Donc ça vous est demandé lors des 2 évaluations, plus à la soutenance finale du titre. C'est comme un rapport ou c'est juste une synthèse de quelques pages? Ça se présente comment? Alors, tant pour le CF1, la première évaluation, que pour la seconde, on vous demande de produire un petit dossier qui fait entre 15 et 20 pages, à l'intérieur duquel vous allez développer les points que j'ai évoqués tout à l'heure. Oui, oui. Okay. Voilà. Et vous faites une présentation orale de ces dossiers. D'accord. De manière pédagogique. Et ça, c'est la particularité du titre de formateur, parce que en fait, vous allez souvent vous retrouver ce que j'appelle en double regard. C'est-à-dire vous allez être formateur apprenant, mais formateur quand même.
C'est-à-dire que quand vous allez vous trouver face au jury, eh bien, vous allez devoir mettre en œuvre une communication adaptée de manière à instaurer une relation avec le jury qui soit une relation, j'allais dire, très professionnelle. Quel est le statut d'un formateur aujourd'hui dans les grandes lignes? Aujourd'hui, on rencontre 3 statuts qui sont salariés. Alors 4, on va dire, 4. Vous avez des organismes, tu as des organismes de formation qui vont embaucher des formateurs en CDI temps plein. Voilà, le type organisme de formation qui bosse dans l'insertion, où là, le formateur, il va travailler 35 heures par semaine, il va avoir une part d'animation, une part de coordination, une part d'accompagnement de ses stagiaires, de conduite de tout ce qui est formalité administrative demandée par les financeurs publics, notamment, je pense à la région. Tu as un deuxième statut qui est celui de salarié vacataire, où là, tu définis le nombre d'heures avec l'organisme de formation dans lequel tu travailles. Tu as un contrat de travail, tu es salarié. Et puis, tu travailles un certain nombre d'heures en fonction du dispositif, titre, diplôme sur lesquels tu travailles et les modules. Là, ça peut aller jusqu'à 600, 700, 800, 900 heures, 1000 heures par an d'animation. Ce qui est déjà un volume pour moi excessivement important, parce que derrière, il y a toute la préparation. Tu as aussi les auto-entrepreneurs. Il y en a pas mal dans la formation. Et puis, tu as les formateurs qui bossent en libéral, qui ont monté des cabinets de formation conseil, consulting. Donc, on a ces quatre statuts-là aujourd'hui dans la formation. Il y a donc différents publics également. Mmh. Quel est le public le plus facile pour commencer, je dirais? Ça, c'est une excellente question. Le public le plus facile pour débuter dans la formation, je crois que c'est celui qui intègre les formations sur lesquelles tu as vraiment l'expertise. Ouais, c'est celui-là. C'est souvent un public de professionnels, mais ça peut être aussi un public d'étudiants ou de stagiaires en formation continue. Mais je pense que c'est celui-là, parce que le stagiaire et le formateur parlent le même langage. Il y a un malentendu dans la formation pour adultes qui consiste à penser que le plus facile quand on est formateur pour adultes débutant, c'est de commencer dans l'insertion professionnelle, et notamment avec des publics en situation d'insertion. Ce n'est pas du tout mon avis. Je pense que ce sont les publics qui sont les plus complexes à appréhender et qui demandent aux formateurs, j'allais dire, d'avoir quand même un minimum d'expérience dans la formation, dans l'animation, la régulation de groupe. Donc oui, pour répondre de manière assez franche, je pense qu'à partir du moment où tu as développé une expertise, et je pense que tous les candidats formateurs pour adultes au titre FPA, de toute façon, c'est un des prérequis, il faut avoir une expertise. Je pense que c'est ce qu'il peut y avoir de plus confortable. Voilà. Donc, est-ce que cette formation, elle permet aussi d'être consultant formateur, coordinateur pédagogique, tous ces métiers-là qui sont différents? Oui, quand on regarde les perspectives professionnelles, par exemple, dans le ROM, le répertoire opérationnel des métiers de l'emploi, oui, c'est un titre, une formation qui peut déboucher effectivement sur des postes de consultants, sur des postes de coordonnateurs et de formateurs. Après, je serais tenté de dire que ça dépend de ton bagage et ça dépend de ton expérience professionnelle. Un professionnel qui a déjà une bonne expérience dans une entreprise, qui connaît bien l'organisation d'une entreprise, ses interactions, etc., je pense qu'il va pouvoir faire du conseil assez vite aux entreprises parce qu'il connaît les problématiques d'organisation des entreprises. S'il n'a pas une expérience solide, je pense que ça peut être plus compliqué. Coordonnateur pédagogique, oui, je pense que c'est tout à fait possible aussi. Moi, j'ai eu souvent des stagiaires qui avaient même une petite expérience en management d'équipe et qui, du coup, avec le titre FPA, ont pu avoir la double casquette, c'est-à-dire de coordination, de management de projet ou management d'équipe et de pédago. Oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais les contenus de formation, par contre, sont vraiment des contenus de formation orientés vers la formation, la construction de séances et de séquences et l'accompagnement de stagiaires. Il n'y a pas de dimension managériale dans la formation FPA. Quel est le salaire moyen d'un formateur qui débute et qui fait du temps? Ça dépend de deux choses. Ça dépend de l'organisme dans lequel tu vas travailler et du
public sur lequel tu vas travailler. On sait, par exemple, que généralement, les formateurs débutants qui commencent qui intègrent des organismes qui bossent sur l'insertion professionnelle, donc dans des organismes qui financent leurs dispositifs via des appels d'offres sur des fonds publics, les salaires, j'allais dire, ils vont osciller entre 1 500 et 1 800 euros net par mois sur un temps plein. C'est le début. Mais très rapidement, un formateur, il peut évoluer sur des postes de cordeau, et notamment dans l'insertion, c'est ce qu'on constate, hein, ça va assez vite. Ça, c'est pour la partie insertion. Si le formateur apprenant en FPA a déjà un background professionnel solide, une expertise solide, sur des compétences techniques qui peuvent être assez pointues et assez rares, très vite, il peut bien gagner sa vie. Il peut bien gagner sa vie, soit en étant vacataire, en étant payé à l'heure, mais surtout en étant indépendant et en facturant ses prestations. Voilà. Moi, quand j'étais chef de projet formation, je travaillais avec des intervenants, pas forcément des intervenants qui avaient 25 ans d'expérience sur des expertises que je sollicitais. Je me rappelle d'un consultant formateur qui avait à peine 30 ans, qui intervenait sur du contrôle de gestion, pour le dire simplement. Il facturait ses interventions 900 euros par jour. Hein. Voilà. Plus l'expertise est pointue, et j'allais dire plus elle est rare, et comme on sait que ce qui est rare peut être cher, mieux le formateur peut gagner sa vie. Après, à lui, j'allais dire, de s'intégrer dans les bons réseaux et de développer son marché et ses prestations, quoi. Ça implique une condition pour le formateur. Alors, hormis celui qui est en CDI à temps plein dans un organisme de formation, celui qui va vendre ses prestats, il faut nécessairement qu'il intègre l'idée qu'il va falloir qu'il soit mobile, au moins à l'échelle d'une région, pour aller chercher ses clients, voire à l'échelle nationale. Donc, il faut intégrer quand même beaucoup de déplacements, de disponibilité. Ah oui, si tu es prestataire de formation, ouais, il ne faut pas hésiter. Et puis aujourd'hui, on a quand même le développement fulgurant des formations hybrides, en partie à distance et en partie en présentiel, en regroupement. On a de plus en plus d'entreprises qui vont faire des commandes de formation hybrides pour lesquelles le formateur se déplacera moins. Mais il aura de toute façon à se déplacer dans l'entreprise et de toute façon, il faut absolument qu'il propose de se déplacer, notamment lors des regroupements stagiaires. Quelle va être la différence entre un formateur qui va former comme ça, il y en a encore, et un formateur qui aura suivi justement la formation FPA? Quelle est la valeur ajoutée finalement? La valeur ajoutée du titre FPA, c'est sans aucun doute l'outillage méthodologique. Et par exemple, on vient de parler de tout ce qui est multimodalité, distanciel, présentiel, asynchrone, asynchrone. C'est intégré maintenant dans la formation FPA. Donc, il va avoir une boîte à outils et une méthodologie qui lui permettra d'emblée de construire ses formations, ce qui n'est pas forcément le cas pour un formateur qui va se lancer comme ça sans base pédago. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parle bien d'un formateur qui va se lancer comme ça et qui part de son expertise. C'est ça, Oui. Il y a un point qui est excessivement important. Tout à l'heure, je parlais de réseau et je parlais de marché. La formation FPA contient tout un module qui permet d'intégrer, de comprendre tout l'environnement de la formation, prescripteur, financeur, institutionnel. Et ça c'est une vraie force parce que ça permet vraiment de se repérer et ça permet vraiment de construire un réseau et d'atteindre des interlocuteurs qui vont te permettre de développer ton marché. Ça, c'est évident. Le titre FPA, c'est vraiment sa force. C'est une valise à outils, moi j'aime bien l'appeler comme ça, qui permet au formateur qui va se lancer d'être vraiment équipé. Bon, après, évidemment, il va falloir qu'il développe, qu'il enrichisse cette valise. Mais ça, il aura eu l'élan et l'énergie nécessaire durant la formation FPA. Tu sais qu'aujourd'hui, les métiers évoluent. Comment tu fais face aux personnes en face de toi pour autant respecter le programme de la formation, mais autant échanger avec eux sur l'évolution du métier? Et comment tu fais toi pour t'informer de comment évoluent les métiers sur le terrain? La force d'un formateur, c'est sa capacité à faire de la veille aussi. Veille métier, veille institutionnelle, veille technique, financière, pédagogique. Enfin voilà. À partir du moment où on intervient sur des champs professionnels, moi j'interviens par exemple sur tout ce qui est médico-social, sanitaire et social et économie sociale et solidaire notamment. Je fais constamment de la veille métier, c'est-à-dire je suis abonné à un certain nombre de revues, de ressources, je suis en relation dans des réseaux avec des professionnels
qui sont sur le terrain tous les jours. Ça fait vraiment partie des activités, mais aussi des compétences qu'un formateur doit construire. C'est-à-dire comment je m'organise pour mener ma veille au quotidien, qu'est-ce que je fais de cette veille, comment je la réinvestis, comment je la réintègre dans mes formations. Et puis, il y a encore une fois la force du réseau. Le formateur, il est intégré dans un réseau de professionnels, et pas seulement des formateurs, mais aussi les professionnels du champ sur lequel il intervient. Quels sont les cours que tu vas animer sur la FPA l'année prochaine? Je vais intervenir sur l'environnement de la formation, c'est-à-dire comment je me situe, moi, en tant que formateur, en tant que professionnel de la formation, à l'intérieur d'un environnement qui a une vraie galaxie, hein, qui est composé d'entreprises, d'institutionnels, de financeurs, de prescripteurs, voilà, tous ces professionnels qui ont en charge la gestion de la formation et l'accompagnement de pertes de public, qu'ils soient salariés, demandeurs d'emploi, en situation d'insertion, de réinsertion, de reconversion. Donc moi, je vais intervenir sur ce module. Je vais intervenir aussi sur la partie pédagogique et notamment sur l'évaluation en formation, puisque un de mes collègues avait souvent l'habitude de dire il n'y a pas de formation sans évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue? Comment on l'évalue? Quel outil on choisit? Comment on restitue une évaluation? Je vais intervenir aussi sur la partie pédagogique pure, c'est-à-dire comment je construis une séance, comment je formalise un objectif pédagogique et comment je me garantis que je suis sûr de l'atteindre. Je vais intervenir aussi en partie sur l'accompagnement, la gestion des entretiens, qu'est-ce que je fais de ces entretiens, comment je les trace, comment j'en communique le contenu à mes collègues, à qui je communique ce contenu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Et tout ça, évidemment, décliné en séance avec des points clés de contenu.